La pluie à Seattle ce soir de Noël était mordante. Ce n'était pas une douce chute de neige de Noël, qui aurait enveloppé la ville d'un manteau scintillant, mais une bruine glaciale, un crachin pénétrant qui transperçait jusqu'aux os et transformait l'environnement en une salle humide et réfléchissante. Chaque inspiration semblait être une épine acérée qui griffait les poumons. Elias Schmidt, 38 ans, gara son vieux pick-up cabossé au bord du parking. Il retardait autant que possible la fin de la soirée, car il savait ce qu'il attendait, le silence du service de garde dans un gratte-ciel de bureaux vide et froid qu'il avait ironiquement lui-même conçu des années auparavant. Les façades massives en grès de l'église Sainte-Jude en face, semblaient sous la lumière terne des réverbères, n'être qu'un obstacle encore plus imposant et inaccessible, un monument d'impitoyabilité au milieu de cette nuit festive. À côté de lui, sur le siège passager, son fils de 10 ans, Léo tenait fermement un sac à moitié rempli de boîtes de conserve, de barres sûres de céréales et de 2 sacs de couchage usagés. C'était leur tradition annuelle, un geste silencieux, presque douloureux de rédemption, dont Elias avait besoin pour traverser les fêtes. Elias avait été 7 ans plus tôt un architecte célébré dans la ville, concevant des gratte-ciels qui frôlaient le ciel de Puget Sound. Mais depuis le tragique accident d'escalade dans les cascades, où sa femme Sophia avait perdu la vie, sa licence, sa vie, son identité, était en sommeil. Trop de douleur, trop de chagrin, trop de décisions irréfléchies. Désormais, il travaillait comme gardien de nuit, une ombre solitaire dans les bâtiments qu'il avait autrefois animés de vision et de passion. « On peut faire ça vite, papa. Mes orteils gèlent, et je ne veux pas que les gens au centre attendent trop longtemps, » murmura Léo. Il souffla sur la vitre humide pour dégager un petit hublot. « Tout de suite, mon chéri, répondit Elias, mais il ne démarra pas le moteur. Son regard était fixé sur une ombre contre le mur latéral de l'église. Au début, il pensa qu'il s'agissait d'un amas de bâches tombées ou de vieux cartons emportés par le vent. Mais la manière dont cette masse se recroquevillait, l'effort pour se protéger autant que possible du vent glacial, fit battre son cœur d'une manière qu'il n'avait plus permise depuis longtemps, avec une peur rapide et lancinante. Il regarda plus attentivement. C'étaient 3 silhouettes humaines blotties les unes contre les autres, comme si elles essayaient de ne faire qu'un pour résister au froid. Une jeune femme était accroupie comme un bouclier au-dessus de 2 petites silhouettes. Ce n'étaient pas des sans-abri habituels des rues. Cela semblait différent, plus désespéré, plus urgent. « Attends ici, Léo. Je reviens tout de suite. Reste absolument dans la voiture. Le moteur tourne pour que tu restes au chaud. » Elias n'attendit pas la réponse de Léo. Il ouvrit la portière et le froid lui frappa le visage, un coup qui lui coupa le souffle. Il prit la couverture en laine épaisse sur la banquette arrière, celle qu'il gardait toujours pour ses longues nuits de garde comme isolation supplémentaire, ainsi que le sac de conserve. Il ferma doucement la portière et avança lentement sur l'asphalte mouillé vers les ombres. Ses bottes désusées crissaient légèrement sur le gravier humide. Il ne voulait surtout pas les effrayer. En s'approchant, la femme leva les yeux. Ses yeux d'un bleu profond et cerclés d'épuisement dégageaient un mélange de désespoir total et d'un esprit de combat inflexible. Elle devait avoir une petite 30aine d'années, ses cheveux autrefois blonds, transformés par la pluie en mèches emmêlées, qui lui tombaient comme des rideaux sur le visage. Les 2 petites filles, Claudia s'y pressait. C'est contre ses hanches, de manière incontrôlable, étaient atteintes des jumelles identiques. Peut-être 7 ans avec des boucles rousses qui brillaient comme des plumes mouillées sous la lumière du réverbère. « Je m'appelle Josh. » Elias se corrigea-t-il rapidement. « Je ne veux pas vous déranger. J'étais juste en route pour donner quelques affaires. Prenez ceci s'il vous plaît. » Il tendit la couverture et le sac. La femme, dont les lèvres tremblaient à peine capable de répondre, murmura finalement d'une voix brisée par la faim et le froid. « S'il vous plaît, mes filles. Sophie et Lena. Elles n'ont rien mangé depuis presque 2 jours. Je ne sais vraiment plus quoi faire. » Une douleur traversa la poitrine d'Elias. La veille de Noël, des températures glaciales, et une mère essayait de protéger ses bébés de la mort, avec rien d'autre que son propre corps déjà frigorifié. Soudain, il sentit quelque chose toucher sa main. Léo. Elias lui avait ordonné de rester dans la voiture, mais son fils était là, à côté de lui, son souffle formant de petites volutes blanches. Sans un mot, Léo enleva son propre manteau en duvet épais, celui qu'Elias lui avait acheté le mois précédent, et le posa délicatement sur les épaules de l'une des filles. « Je m'appelle Léo, » dit-il doucement à la fillette qui serrait maintenant son manteau comme un trésor. « C'est assez chaud. Je m'appelle SS Sophie Begaya,
la fillette à travers ses dents qui claquaient. « Et moi je suis... Léna », ajouta sa sœur jumelle, se blottissant plus profondément contre sa mère. La mère dont les joues étaient mouillées de larmes et de pluie semblait incapable de parler. Elias sentit sa gorge se serrer. Léo, qui était devenu si silencieux après la mort de Sophia, montrait une empathie spontanée et profonde qu'Elias avait perdue dans sa propre lutte contre le chagrin. « Venez s'il vous plaît, dit Elias, sa voix plus forte, plus déterminée. Il se pencha pour être plus près d'elle. « Vous ne pouvez pas rester ici. J'ai une petite maison, un bungalow pas loin d'ici, dans un quartier plus calme. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chaud. Vous et les filles pouvez y rester. Juste pour la nuit, pour vous réchauffer. » La femme, qui s'appelait Clara, le regarda comme s'il venait de lui annoncer l'évangile dans une langue extraterrestre. Elle hésita, le doute et la peur d'un étranger évident dans ses yeux. « Je m'appelle Elias. Je suis père célibataire. Ma femme s'est morte il y a 7 ans. Je sais ce que c'est de penser qu'on se noie, » dit Elias calmement, sans détour, pour apaiser ses craintes. « Je veux vous aider, rien d'autre. Je ne peux pas vous laisser ici. Pas ce soir. » Clara hocha lentement la tête, ses mains serrant celles des filles. C'était un hochement de tête d'épuisement total et de confiance sans autre choix. Le trajet jusqu'à la modeste maison en location d'Elias, dans le nord de Seattle, fut surréaliste. Les jumelles, Sophie et Léna, étaient assises avec Clara, à l'arrière enveloppées dans la couverture en laine. Léo, à l'avant, se retournait de temps en temps pour leur murmurer des mots réconfortants. Elias sentit sa tension s'estomper lentement, remplacée par un sentiment qu'il n'avait pas connu depuis longtemps, une responsabilité qui donnait du sens non plus, liée uniquement au souvenir de Sophia, mais à l'ici et maintenant. Sa maison, une petite bâtisse en bois, à 2 étages, avec une peinture bleue écaillée et une véranda légèrement affaissée, semblait chaleureuse et accueillante lorsqu'il s'engagea dans l'allée. Ce n'était pas une œuvre d'art architecturale, mais c'était sûr. « On est à la maison », dit Léo. À l'intérieur, une chaleur agréable régnait. Léo courut immédiatement dans la chambre d'amis, qui n'était en réalité qu'un débarras, et en sortit un matelas supplémentaire qu'il posa par terre. Après que les filles eurent mangé des toasts avec une pâte à tartiner sucrée et du chocolat chaud préparé par Léo, elles s'effondrèrent d'épuisement dans le sommeil. Elias les couvrit avec la couverture en laine et observa leurs petits corps tendus se détendre enfin. Plus tard, Elias et Clara étaient assis dans la cuisine autour d'une tasse de thé. Le crépitement du feu de cheminée dans le salon était le seul bruit. « Je ne sais pas comment je pourrai jamais vous remercier. »« Elias, dit Clara doucement, vous nous avez sauvés, je n'aurais pas survécu à cette nuit. Racontez-moi ce qui s'est passé, Clara. »« Seulement si vous le voulez, dit Elias. Clara prit une profonde inspiration qui fit trembler son corps. « Mon ex-mari, Victor, il m'a quitté il y a 6 mois. Mais pas seulement moi. Il a utilisé mon identité. J'étais comptable avant que les filles n'arrivent. J'étais méticuleuse, précise. Il a falsifié mes documents, ma signature, pour créer une série d'entreprises fictives, des sociétés qui n'existaient que sur le papier. C'était une fraude commerciale. » Elias sentit ses poings se serrer. Une fraude commerciale. Cela ressemblait à un cauchemar, quelque chose qui aurait pu détruire sa propre petite entreprise. Il a contracté d'énormes prêts pour jouer. Mais ce qui était encore pire, il n'a pas payé les impôts des entreprises pendant des années, poursuivit Clara, sa voix se brisant. Quand tout s'est effondré, et qu'il a disparu l'administration fiscale et les banques qui sont venues. Ils ont dit que j'étais la dirigeante officielle des entreprises, que j'étais responsable. Les dettes étaient si colossales qu'ils ont pris notre petite maison, toutes nos économies, toute ma vie à Seattle. Ils ne m'ont rien laissé, rien d'autre que des dettes. Clara sanglota doucement, mais ses yeux étaient secs, comme si elle avait déjà versé toutes mes larmes. Je n'ai personne. P2. Mes parents sont mortes tôt, ma grand-mère, qui m'a élevé, est décédée il y a 3 ans. Maintenant, je me sens comme une criminelle et mes enfants ont dû mendier dans la rue. J'ai essayé de trouver du travail, mais sans adresse fixe, sans assurance maladie, sans garde pour les filles. Elias vit la honte, la colère et la profonde tristesse dans ses yeux. Ce n'était pas la même tristesse qu'il ressentait, mais c'était un sentiment apparenté, la perte de contrôle, le sentiment d'échec absolu. « Vous n'êtes pas une criminelle, Clara, dit Elias fermement se penchant sur la petite table de la cuisine. Vous êtes une victime d'un crime. Et Victor n'est pas seulement un traître, c'est un escroc. Nous allons le prouver. Une fraude de cette ampleur laisse des traces. Mais d'abord, reposez-vous. Nous avons le temps. Vous êtes en sécurité ici.
Et savez-vous quoi? Si vous êtes vraiment aussi doué en comptabilité que vous le dites, nous pourrions bientôt résoudre un problème. Il regarda l'horloge. Il était bien minuit passé. Le matin du premier jour de Noël était arrivé, et dans sa petite maison à Seattle dominée depuis des années par la solitude, il y avait soudain une nouvelle vie, un nouvel espoir. Elias sentit une étincelle en lui qui lui disait que ce n'était pas seulement une œuvre de charité, mais le début de quelque chose dont lui et Léo avaient désespérément besoin, la possibilité de construire quelque chose de nouveau, au-delà des ruines du passé. Les jours suivants, la veille de Noël dans la petite maison peinte en bleu d'Elias, furent passants comme un printemps, lent après un hiver glacial. La présence de Clara et des jumelles Sophie et Lena transforma le foyer d'Elias et Léo d'un refuge ordonné, mais marqué par la solitude, en un centre vivant parfois chaotique d'espoir. Les jumelles étaient au début comme des animaux sauvages, observant chaque bruit, chaque mouvement. Leur bouche ne s'ouvrait qu'avec hésitation pour parler, mais la gentillesse inébranlable presque maternelle de Léo fit des merveilles. Il partagea immédiatement sa chambre assez grande pour 2 lits, et un couchage supplémentaire pour lui sur le sol, et ses trésors. Sophie et Lena passaient des heures à jouer avec les briques en plastique coloré qu'Elias utilisait autrefois pour ses maquettes architecturales. Le bruit des briques s'instaient tombant sur le tapis était une nouvelle mélodie bienvenue de normalité qu'Elias avait douloureusement manqué depuis la perte de Sophia. Bientôt des rires d'enfants résonnaient dans les pièces, un son qu'il n'avait porté que comme un souvenir douloureux dans sa tête. Clara était la force organisatrice dont le foyer improvisé d'Elias et Léo avait désespérément besoin. Elle insista pour cuisiner nettoyer et enseigner aux enfants, afin que Sophie et Lena ne manquent pas leurs leçons en échange de l'hébergement et de la nourriture. Elle était une présence analytique et structurée qui équilibrait la vie désordonnée, et souvent soutenue par des pizzas surgelées d'un père et de son fils. Elias remarqua que Clara, lorsqu'elle pensait que personne ne la voyait, posait ses paumes sur des documents factures et reçus comme si elle voulait physiquement reprendre le contrôle de sa vie. Elle était obsédée par l'ordre, une qualité qu'Elias, en tant qu'architecte, possédait autrefois, mais qu'il avait perdue dans le chagrin. Un soir, alors que les jumelles étaient déjà au lit, et que Léo planchait encore sur ses livres scolaires, Elias et Clara étaient assis dans la cuisine. L'odeur du café fraîchement préparé et de la cannelle flottait dans l'air. « Je dois trouver un travail, Elias, dit Clara. Je ne peux pas continuer à vous imposer cela. C'est votre vie, vos ressources. Je suis une bonne comptable. J'ai juste besoin d'une chance, d'une lettre de recommandation, d'une adresse fixe que je peux indiquer. » Elias réfléchit. Il connaissait la situation de Clara, ses qualifications et son amour presque obsessionnel du détail. Son ancien bureau d'architecture était fermé, mais il avait encore des contacts dans l'industrie du bâtiment. Il travaillait maintenant comme gardien de nuit sur un immense projet de construction en centre-ville, un nouveau complexe commercial appartenant à l'une des plus grandes entreprises de construction de Seattle. L'entreprise de construction pour laquelle je fais le service de nuit est énorme, expliqua Elias. Ils ne construisent pas seulement, ils gèrent aussi. Ils ont un grand bureau de gestion de projet sur place. Là-bas, c'est toujours le chaos. Le chef de projet, un certain M. Henderson, est un homme bien, mais sa documentation est un cauchemar. Pourriez-vous être son bras droit? Chiffres, logistique, vérification des factures. Clara hocha la tête, les yeux brillants. Je suis rapide. Je peux mettre de l'ordre dans un chaos en quelques heures et repérer immédiatement les incohérences. C'est mon talent. Avant que Victor ne détruise tout, je gérais les finances d'un petit cabinet. Je sais lire bilan. Elias n'hésita pas. Il appela M. Anderson le lendemain matin, il lui expliqua, sans mentionner les détails sombres de l'itinérance, la situation d'une femme très talentueuse, hautement qualifiée, en finance, qui a connu des revers malheureux, et se porta garant avec sa propre réputation, quelque peu écornée. Henderson, un homme qui respectait encore Elias, de son temps d'architecte célébré, accepta un entretien. 2 jours plus tard, Clara commença comme assistante dans la gestion de projet. Son travail parla de lui-même. En 1 semaine, elle transforma le bureau de Henderson en un centre logistique efficace. Elle démontra son incroyable talent non seulement pour organiser les chiffres, mais aussi pour repérer des schémas et des anomalies qui échappaient à l'œil inattentif. Bientôt, M. Henderson aborda Elias pendant sa ronde de nuit. « Schmidt, où diable avez-vous trouvé cette femme ? Elle est brillante. Elle est brillante. En 2 semaines, elle a décelé 3 tentatives potentielles de fraude de la part de sous-traitants qui tentaient de nous facturer des montants exorbitants. C'est la meilleure embauche que nous ayons faite depuis des années,
Elias ressentit une fierté qui le surprit pas pour lui-même, mais cette fierté profonde et satisfaisante qu'on ressent quand quelqu'un qu'on estime triomphe. Avec le premier salaire de Clara, la maison connut une nouvelle transformation. Elle acheta du matériel scolaire pour les jumelles et insista pour prendre en charge les frais d'épicerie. Elias et Clara travaillaient comme une équipe bien rodée. Elias s'occupait des enfants quand Clara avait de longues journées. Clara aidait Elias à organiser ses anciens projets et dossiers sur le professionnel, quelque chose qu'il n'avait plus supporté depuis la mort de Sophia. Elle ne le forçait pas, mais sa présence structurée rendait la confrontation avec son passé plus supportable. Leurs regards se croisaient de plus en plus souvent. Un moment, en faisant la vaisselle ensemble, un sourire rapide, en mettant les enfants au lit, un instant prolongé à la porte, quand Elias partait pour son service de nuit, où elle lui tendait sans un mot une thermos de café chaud. Le chagrin qui avait si longtemps été le noyau d'Elias commençait à se réchauffer lentement et à laisser place à un sentiment doux et inattendu. Il voyait en Clara non seulement la femme qui l'avait sauvée, mais celle qui avait ravivé son âme. Un soir, lors du dîner, Clara rit à une mauvaise blague de Léo et ses yeux brillaient. Elias ressentit un choc, une décharge électrique qui le traversa. Il réalisa qu'il ne se sentait plus seul dans cette petite constellation chaotique, mais heureuse. Il se sentait nécessaire. Et il n'était plus seulement le père qui luttait pour survivre. Il faisait partie d'une famille. Un après-midi pluvieux de samedi, environ 2 mois après Noël, les enfants C5 au centre communautaire, avec le voisin, pour regarder un film pour enfants. Elias profita du calme pour trier enfin ses vieux dossiers professionnels, avec l'aide de Clara. Ils étaient assis ensemble dans son bureau improvisé, qui sentait le vieux papier et l'air humide. Clara archivait les anciennes factures et reçut de l'agence d'architecture d'Elias collectées avant sa fermeture. C'était un travail routinier, mais soudain elle se figea. Son regard était fixé sur le verso d'un reçu jauni pour la location d'un serveur qu'Elias n'avait pas regardé depuis des années. Elias, dit-elle, sa voix à peine un murmure, mais un ton qui alerta immédiatement Elias. « Regarde ça !» Sur le verso du reçu, une note manuscrite dans l'écriture caractéristique presque illisible, l'air de Victor enregistré, sous SV Properties à Spokane. ID fiscal 4738X. Besoin d'un autre chèque en blanc de C d'ici la fin de la semaine. Le nouveau comptable est idiot. Clara devint instantanément pâle. Spokane, c'est à 5 heures de route d'ici. Victor n'a jamais eu d'affaires là-bas. Et SV Properties, je pensais que c'était juste une de ces sociétés écrans que l'administration fiscale avait fermées. Elias fronça les sourcils. C'est un code Clara. J'ai écrit ça sur la facture parce que j'avais oublié de payer les entreprises de maintenance des serveurs avant de fermer mon cabinet. Mais que signifie SV Properties? Ça n'a jamais été mentionné dans ton dossier. Ça signifie qu'il a créé une nouvelle société écran non détectée, loin de Seattle, hors du radar des autorités locales, dit Clara, ses mains tremblant en tenant le reçu. Et il l'a ouverte avec ma signature soit avant de disparaître, soit en la falsifiant après coup. Ce n'est pas seulement une fraude Elias, c'est un vol d'identité planifié, à long terme qui se poursuit. Clara le regarda avec une colère qui brûlait profondément dans ses yeux bleus. Ce n'était plus la colère du désespoir, mais celle de la détermination et de la trahison. Il a menti en disant qu'il était ruiné. Il a tissé un nouveau réseau quelque part dans l'État. Il pensait être en sécurité tant qu'il restait hors de Seattle. Et je l'ai trouvé sur un vieux bout de papier que vous avez failli jeter. Ses yeux brillaient. Elias, il ne nous a pas seulement ruinés. Il est toujours là dehors, en train de ruiner d'autres personnes. L'ID fiscal sur ce papier est la clé. Nous pouvons le retracer via l'administration fiscale. Nous devons le trouver. Je ne veux pas seulement le tenir responsable. Je veux arrêter cette fraude. Elias hocha la tête. Ce qu'il ressentait pour Clara, à ce moment-là, n'était plus une attirance superficielle. C'était plus profond. C'était de l'admiration pour son esprit indomptable et sa force morale. Spokane, dit Elias. On va à Spokane. Mais il faut être prudent. Ce n'est plus une simple affaire. C'est un crime grave. On n'y va pas en tant que particulier. On y va en tant que chasseur, pour rassembler des preuves et obtenir justice. Il se leva là dans le salon et prit son vieux porte-documents bien rempli qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Il mit de côté sa licence d'architecte suspendue et une petite carte de visite discrète d'un détective privé qu'il avait presque engagé après la mort de Sophia pour reconstituer ses dernières heures. Il ne l'avait jamais fait, mais il le ferait maintenant pour Clara. Il regarda la note sur le bureau.
Le jeu était lancé, et Elias, l'architecte qui concevait autrefois des bâtiments, allait maintenant concevoir des plans pour la justice. L'objectif était clair, Victor devait être arrêté, et Clara devait laver son nom. Le voyage à Spokane ressemblait à un voyage dans le temps vers une vie antérieure plus dangereuse. Le vieux pick-up avalait les kilomètres de l'Interstate 90, tandis que le ciel gris et dense de Seattle laissait lentement place à un horizon plus clair, mais tout aussi froid dans l'est de Washington. Elias avait sacrifié son seul jour de congé et laissé les enfants chez sa voisine, une dame âgée et bienveillante qui connaissait les grandes lignes de l'histoire de Clara et gardait la situation discrète. Clara était assise raide et immobile à côté de lui, une épaisse chemise remplie de preuves, soigneusement organisée sur les genoux. Elle avait passé les dernières 48 heures à croiser ses anciens dossiers d'entreprise qu'elle avait rassemblés en urgence avec les nouveaux indices du reçu d'Elias. Le numéro d'identification fiscale noté par Victor menait à une nouvelle demande de permis de construire dans un quartier en plein essor de Spokane, un complexe résidentiel soi-disant innovant, promu sous le nom de Cascade Visions, comme vert et abordable. Typique de Victor de grandes promesses, aucune substance. Il a un schéma. Elias dit Clara, sa voix rauque de concentration. Il utilise toujours le même modèle. Il crée une entreprise sur le papier, accumule des coûts, promet des rendements exorbitants aux investisseurs et laisse les impôts de l'entreprise impayés. Quand l'administration fiscale ou les autorités posent des questions, l'entreprise est en faillite, les dettes restent et il disparaît avec le capital initial. En tant qu'architecte, je connais ce jeu, répondit Elias, les mains fermement sur le volant. Factures gonflées, sous-traitants inexistants, preuves de matériaux falsifiés. Et tu étais sa femme de paille. Il a utilisé tes qualifications professionnelles de comptable pour inspirer confiance. Clara hocha la tête. C'est exactement pourquoi je dois être celle qui l'affronte. C'est ma justice, pas celle de l'État. Ils ne trouvèrent pas Victor sur le chantier, qui n'était de toute façon qu'un terrain boueux, avec quelques fondations rouillées jamais terminées. À la place, ils le localisèrent dans un immeuble de bureaux moderne, abritant un espace de coworking pour divers entrepreneurs indépendants. Les bureaux étaient remplis d'écrans brillants et de parois en verre, où l'image déformée de Victor dansait. Il était assis à une grande table de conférence, entouré d'une demi-douzaine de personnes âgées bien habillées, des investisseurs potentiels, en quête de rendements élevés. Victor portait un costume trop cher pour lui, et affichait une assurance trop lisse qui répugna immédiatement Elias. Il donnait une présentation sur la durabilité et l'investissement sûr dans l'avenir, un verre d'eau plate en latte à la main pour apaiser sa gorge. Elias et Clara poussèrent la grande porte vitrée de l'espace de coworking. Le clic du verrou résonna bruyamment dans le silence feutré de la présentation de Victor. Victor leva les yeux et son visage se figea. Le masque suffisant de l'homme d'affaires prospère se brisa remplacé par une incrédulité choquée lentement, teintée de panique froide. Clara murmura-t-il presque inaudible. « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais être à Seattle. » Clara avança lentement ses pas fermes et déterminés. Elias se tenait comme un roc massif derrière elle, sa simple présence d'homme musclé, endurci par des années de garde de nuit, plus menaçante que n'importe quelle menace. « Je suis ici pour t'empêcher de frauder ces gens. » Victor dit Clara à haute voix, sa voix calme, ferme, empreinte d'une force d'acier. Tu utilises mon identité pour créer des sociétés écrans comme SV Properties, une entreprise dont les énormes dettes fiscales m'ont été transférées. Je suis ici parce que tu es un criminel et que ces gens sont tes prochaines victimes. Victor tenta de se ressaisir ses mains s'agrippant au bord de la table. Mesdames et messieurs, dit-il avec un sourire forcé, veuillez m'excuser. C'est mon ex-femme très en colère. Elle souffre de délire. Elle n'a aucune compréhension des finances peu complexes. Elle est bien émotionnellement instable. Je suis comptable certifié, répondit Clara avec un sourire sec et venimeux. Elle maîtrisait ses émotions, son professionnalisme était son arme. Et je comprends assez pour savoir que tu essaies de faire à ces gens ce que tu m'as fait remplir tes poches et disparaître avec les dettes des autres. J'ai tous les documents prouvant que l'ensemble des dettes fiscales de SV Properties m'a été légalement transféré, alors que tu étais le seul bénéficiaire. Elle posa une épaisse chemise de copie des preuves sur la table. J'ai ici les preuves du transfert des dettes fiscales. Et ce qui est encore plus important, j'ai une déclaration signée et notariée de ton ancien comptable qui admet que tu l'as forcé à falsifier mes signatures pour l'enregistrement de l'entreprise et les déclarations fiscales. Les visages des investisseurs étaient livides.
Ils voyaient la gravité dans les yeux de Clara et l'épais dossier devant eux. Un homme âgé se leva, sa voix tremblante. Des dettes fiscales. Est-ce que c'est vrai? Monsieur Wagner, avez-vous essayé de nous vendre cette entreprise comme un investissement propre, alors qu'elle croule sous les dettes? Victor se sentit acculé. Il savait qu'il ne pouvait plus vendre, seulement s'échapper. Il se précipita vers la porte arrière. Mais Elias, qui était resté silencieux en arrière-plan, bougea avec la rapidité déterminée d'un homme habitué à empêcher les cambriolages nocturnes. Il bloqua le passage, ses larges épaules remplissant l'encadrement de la porte. « Tu ne vas nulle part, » dit Elias, sa voix grave et dangereuse. « Tu vas t'asseoir et signer. Clara a préparé des documents. Tu nous donnes tout ce que tu as encore, en liquidité, en compensation des dettes que tu lui as laissées, et tu signes la reconnaissance de dette où tu admets la falsification. Sinon j'appelle la police de Spokane, et tu iras en prison pour fraude fiscale, vol d'identité et fraude à l'insolvabilité. Pas à Seattle, mais ici, où ils ne t'attendent pas. » Victor vit la dureté dans les yeux d'Elias, la détermination froide sur le visage de Clara et les regards horrifiés des investisseurs. Il savait qu'il avait perdu. Le rêve de sa prochaine grande escroquerie éclata comme une bulle de savon. 2 heures plus tard, Elias et Clara quittèrent Spokane. Ils avaient une reconnaissance de dette signée et notariée par Victor dans laquelle il admettait avoir falsifié ses signatures. Ce document était le laissez-passer de Clara pour réhabiliter son nom. Ils avaient également un chèque de 45 000 $, ce qu'ils n'avaient pas joué ou caché. Ce n'était qu'une fraction de ses dettes totales, mais c'était assez pour que Clara puisse calmer les créanciers, les plus urgents, et entamer une procédure judiciaire pour laver officiellement son nom. Les investisseurs avaient déjà transmis toutes les informations à la police. Sur le chemin du retour, Elias s'arrêta à un point de vue célèbre surplombant le Puget Sound où les lumières de la ville de Seattle scintillaient comme une mer de diamants. « Tu as été incroyable, Clara, » dit Elias doucement, coupant le moteur. « J'étais juste là pour avoir l'air grand et effrayant. C'est toi qui as fait le gros du travail, tu t'es sauvé toi-même. Tu étais sans peur. » Clara se tourna vers lui. « J'ai pu le faire uniquement parce que je savais que je n'étais pas seul. Tu n'as pas été seulement mon bouclier, Elias. Tu as été mon ancre. Tu m'as redonné ma vie. Tu as donné à Sophie et Lena un lit chaud, et à Léo un frère. » Elias prit sa main. La surface était rugueuse à cause du froid de la soirée, mais la chaleur qu'elle dégageait était profonde. La vérité qui m'a le plus choqué dans tout cela. Clara, ce n'était pas la fraude ou la cupidité de Victor. C'était le moment où j'ai compris que je ne voulais plus être sans toi. Avoua Elias, sa voix se brisant légèrement. J'ai appris à accepter mon chagrin pour Sophia, mais tu m'as montré qu'il y a du bonheur à côté du chagrin, un espoir réel et lumineux. Tu as sauvé Léo et moi en nous permettant de te sauver. Il la regarda profondément dans les yeux, la lumière de Seattle se reflétant dans ses larmes, qui cette fois coulaient, non pas de peur, mais d'une profonde émotion. Je veux que toi et les filles restiez pour toujours. Faisons une famille. Une vraie famille qui vainc le chaos et construit quelque chose de solide, de durable. Clara sourit. Elle l'embrassa, un baiser qui balaya toute la solitude des dernières années, et leur promit que leur histoire commune ne faisait que commencer. 2 ans plus tard, par une journée ensoleillée d'été, Elias et Clara se marièrent sur une petite clairière surplombant le Puget Sound, non loin de l'église Sainte-Jude où ils s'étaient rencontrés. Léo était le fier témoin, et Sophie et Lena, en bonne santé et heureuses, virevoltèrent joyeusement en tant que demoiselles d'honneur avec leurs boucles rousses. Elias avait récupéré sa licence d'architecte, surmonté son chagrin et créé une petite entreprise florissante. Clara gérait les finances parfaitement méticuleusement, avec un œil infaillible pour détecter les fraudes. Lorsqu'Elias porta un toast à Clara, il regarda son fils rire avec ses 2 sœurs. « Je pensais que cette nuit froide, je faisais simplement un acte de charité, » dit Elias. « Mais la vérité, c'est que j'ai trouvé mon avenir. Parfois, la plus grande bonté qu'on puisse montrer est simplement d'offrir une place à sa table. Et l'amour vient tout seul. C'est la plus grande œuvre que j'ai jamais construite. » L'histoire d'Elias et Clara nous enseigne une vérité profonde, la véritable bonté n'est jamais un investissement qui échoue. Elle est le fondement sur lequel la reconstruction et l'amour véritable peuvent croître. Alors que l'escroc, Victor a tout perdu par cupidité, Elias a tout gagné par altruisme, une famille, une nouvelle chance et un nom lavé pour Clara. La force de changer nos vies réside dans notre capacité à tendre la main à quelqu'un dans ses heures les plus sombres. Si cette histoire de résilience, d'amour
et de justice a touché votre cœur, montrez-nous votre soutien. Aimez cette vidéo pour partager le message d'humanité et d'espoir. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires inspirantes. Partagez cette histoire avec vos amis pour leur rappeler qu'il y a toujours de l'espoir même dans les moments les plus difficiles. Merci d'avoir écouté et nous vous souhaitons une merveilleuse journée.